Bonjour tout le monde et bienvenue à ce petit espace vidéo sur le tricot machine. Comme je vous avais promis, voici une petite vidéo récapitulative de mes 2 mois et demi derniers où je me suis principalement consacrée au tricot machine parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir accéder à une formation qui m'a permis vraiment d'aller non seulement d'aller au-delà du pur débutant ou des essais un peu à la maison, à l'aveugle, avec une vidéo YouTube et un vieux manuel sous le coude. Donc je vais vous raconter un peu mon expérience de débutante et débutante plus. Je vais aussi vous parler un peu de tricot machine, comme ça les personnes qui sont curieuses mais qui connaissent pas du tout ce monde du tricot machine, ça peut un peu vous donner des pistes de compréhension plus qu'autre chose. Et voilà, donc vous raconter, c'est vraiment cette première vidéo consacrée au tricot machine, c'est vraiment pour parler de mon expérience de ces derniers mois. Et pour parler tricot machine avec vous, parce que c'est un sujet qui me passionne fortement depuis que j'ai accédé, j'ai pu faire ma formation. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Et je voulais le faire en dehors d'un épisode de podcast normal, comme ça on pouvait vraiment prendre le temps d'en parler. Et puis comme ça, si ça viendra, à qui ça intéressera. Et puis si d'autres personnes, c'est pas leur sujet de prédilection, et ben c'est très bien aussi. Donc je vais vous parler de façon chronologique. Désolée pour le contexte, c'est pas la boutique, c'est chez moi, donc Gâteau a envie de faire des petites apparitions de temps en temps. J'allais vous dire que je vais parler donc de façon chronologique. Je profite de cet espace blanc pour vous mettre des photos et des vidéos. Je prendrai aussi des photos de mes machines pour vous montrer un peu à quoi elles ressemblent et comment elles fonctionnent. J'ai déjà pris quelques vidéos où je tricote sur l'une d'entre elles, comme ça vous voyez aussi un peu comment ça se passe. Et voilà, donc aujourd'hui c'est vraiment la base de la base. J'ai aussi envie de faire une autre vidéo, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse, de moi en train de faire une pièce et de mesurer le temps que ça me prend, donc avec mon téléphone de mettre un chronomètre, un timer, et voir depuis l'échantillon jusqu'à la couture et le blocage compris, combien de temps je mets pour faire une pièce tricotée machine, pour qu'on puisse un peu comparer en fin de compte si ça met plus de temps, moins de temps, ou quel est le point de comparaison avec le tricot main. Pas parce que ce soit une compétition entre le tricot main et le tricot machine, parce que pour moi c'est deux choses, j'allais dire totalement différentes. Alors c'est pas totalement différent, mais très complémentaires, et en tout cas presque deux loisirs séparés, même si c'est des choses qui sont très similaires parce que ça reste du tricot, mais c'est presque deux loisirs différenciés parce que le matériel n'est pas le même, le temps qu'on y dédie et l'énergie qu'on y dédie n'est pas le même. L'avantage du tricot, si vous tricotez, vous le savez déjà, c'est qu'on peut vraiment le faire à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, avec n'importe quel état d'esprit, parce que si on a un tricot zéro cerveau, on peut vraiment tricoter même si on est très très fatigué. Le cas de la machine, la machine c'est pas tellement ce cas là, puisque ça demande déjà d'être assis et d'être en capacité de le faire. Ça demande déjà un matériel, ça demande une certaine force physique, alors c'est pas une force énorme, mais ça demande quand même de manipuler, etc. Donc voilà, on va faire aussi un peu le tri des avantages et des inconvénients au fur et à mesure que je parle. Et surtout, j'espère que ça vous intéressera et que ça vous donnera peut-être envie de tricoter machine, mais en tout cas que ça vous intéressera comme sujet en tant que tricoteuse et tricoteur. Donc c'est parti. Donc pour reprendre, comme je vous disais dès le début, j'ai acheté une machine en 2000, j'ai envie de dire 2019, mais je vous mettrai une photo de moi avec cette première machine et avec cette première expérience. Et il s'est avéré que je n'avais pas assez de place mentale et assez de temps pour m'y consacrer, plutôt pour me consacrer à l'apprentissage de la technique. Le temps est passé, la machine est restée chez moi dans un coin, alors un coin entre guillemets parce que ça prend beaucoup de place, surtout que c'était une machine qui avait une table à tricoter, donc une table pour la machine, donc du coup la table prenait de la place. Bref, en habitant en petit appartement, au bout d'un moment, je pense que j'ai dû la garder presque un an. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est plus une charge mentale et une prise de place en général qu'autre chose. Je vais m'en débarrasser. Donc je l'ai revendue
à une de mes amies. Et je me suis dit, bon, le tricot machine, ça me fait envie, mais ce sera futurement, parce qu'en ce moment, je n'ai ni la place mentale, ni la place physique pour l'avoir. Donc le temps est passé, la pandémie est arrivée, il y a eu d'autres préoccupations dans ma vie, et récemment, depuis un an, je commence à réfléchir à la possibilité de continuer à me former dans le monde de la laine, donc que ce soit, peu importe le domaine, moi tout m'intéresse. J'ai beaucoup de centres d'intérêt différents vers lesquels je pourrais aller, et j'ai regardé un peu les formations qu'il pouvait y avoir autour de moi, ou pas forcément des formations de professionnalisantes, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas des formations, ça pouvait être du tissage, ça pouvait être peu importe. Et j'ai re-regardé sur le site de l'ENAMAC. Donc l'ENAMAC, c'est une association qui forme, et qui a plusieurs volets, mais l'un des volets de l'ENAMAC, c'est la formation de savoir autour du monde, autour de la laine. Donc feutre, teinture, tissage, etc. Il y a même du tri de toison, enfin bref, il y a plein de formations. Je vous mets le lien sous la description, comme ça vous pouvez aller voir un peu leur site, et voilà. Ils sont basés dans la Creuse, et plus concrètement à Felletin. Donc je connaissais déjà leur formation, etc. Mais du coup, je me suis dit, allez, je vais les contacter, je vais me lancer, et je vais voir s'il y a la possibilité en termes de date, en termes de budget, en termes de quoi que ce soit, et de réaliser donc une formation. Donc, je me suis plutôt orientée sur le tricot machine, parce que de toutes, c'était celle que je voyais celle qui me faisait le plus envie, parce que aussi, il y avait le filage aussi, mais je suis pas totalement débutante en filage. Il y avait le tissage aussi, mais le tissage, pour le coup, je savais que les métiers à tisser que je vais vouloir avoir à la fin ne rentrent nulle part, ni en boutique, ni chez moi, donc j'avais pas envie de me frustrer de faire des formations sur quelque chose que finalement j'allais pas pouvoir faire. Donc je me suis dit, le tricot machine, ça fait hyper longtemps que ça me tente. En plus, ça vient aussi du fait que, bien sûr, je vois autour de moi des gens qui tricotent à la machine. J'ai plusieurs amis qui en ont et qui font des pièces, je dirais plutôt régulièrement. J'ai du monde forcément autour de moi qui parle tricot machine, donc ça me faisait drôlement envie. J'ai appelé l'ENAMAC, et il s'avère qu'il y a eu une place qui s'est libérée dans la formation d'initiation au mois de mars, fin mars. Donc j'en ai discuté avec Juliette, puisque maintenant on est quand même deux, moi à temps plein et Juliette à temps partiel, et je lui ai dit, on s'est arrangé pour que je puisse me libérer, parce que c'est à Felletin, donc il fallait que je puisse y aller une semaine, parce qu'il faut dormir sur place, et en plus la formation est assez longue entre guillemets, mais bon, c'est une formation de 35 heures, donc il faut pouvoir être disponible 35 heures et se déplacer et compagnie. Donc j'ai organisé tout ça, et je suis allée fin mars faire donc la formation de 35 heures, donc c'est 5 jours non-stop, tricot machine, on part tricot machine, on dort tricot machine, on mange tricot machine, donc c'est une formation où tu fais que ça pendant la plus grande partie de ta journée, et en plus tu parles que de ça avec des gens qui sont tout aussi passionnés, ou qui découvrent mais qui se passionnent en même temps, etc. En plus, ça fait de chouettes rencontres, parce que souvent c'est... Bon là, à l'occurrence, on n'était que des femmes. Mais du coup, non seulement il y a le côté formation, mais il y a le côté aussi plaisant de rencontrer des passionnés, des gens qui sont un peu dans les mêmes envies, mêmes domaines, etc. Donc j'ai passé une super semaine, il faut le dire. C'est pas toujours qu'on a accès à des formations en tant qu'indépendant, et en plus des formations qui te plaisent, parce qu'après on peut accéder à plein de formations, mais des formations plus pratiques, genre développer un site web ou faire des photos, etc. Là, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à une formation qui me plaît de façon aussi personnelle, et donc je me suis éclatée. Franchement, j'ai adoré l'expérience, et j'ai aussi donc le deuxième volet de la formation, qu'on peut ne pas le faire, on peut faire juste cette partie-là, mais moi j'avais fait la demande pour avoir les deux, donc l'initiation et l'approfondissement, on va dire, tricot machine, donc qui aura lieu en novembre. Donc sous cette perspective, je n'avais pas de machine au mois de mars, puisque j'avais vendu ma toute première, et je me suis dit, je vais comme ça, les mains dans les poches,
je veux qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai tout le temps, c'est toujours à moi de prendre les décisions dans ma vie professionnelle. Là, j'avais envie qu'on me guide et qu'on me montre comment faire et apprendre. Pour une fois, aide-moi de l'autre côté et pas devoir voilà, dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou moi prendre des décisions toute seule. C'est parfois un peu lourd à porter. Donc là, j'ai allé les mains dans les poches. J'avais envie d'avoir l'esprit le plus ouvert possible, d'apprendre et d'observer et de comme ça pouvoir prendre une décision sur quelle machine m'acheter ou me procurer. Donc la semaine s'est passée, j'ai regardé sur le Bon Coin, il y avait plusieurs possibilités, sachant que, et là je vais faire une grosse parenthèse, un gros bloc, parce que je vais vous parler machines, proprement les machines. Les machines, alors je ne suis loin d'être une experte pour le moment, mais une grande passionnée tout de même et une consommatrice de machines vintage. Dans les machines à tricoter, il y a beaucoup de groupes différents qui vont des plus anciennes, je ne saurais pas vous donner une date, jusqu'aux plus modernes, qui sont même celles qui sont fondues et fabriquées actuellement. Le principe reste à peu près le même. Vous avez des aiguilles sur un tableau qui, en passant un chariot, vont tricoter du fil et vont vous créer de la maille tricotée, à l'occurrence du jersey. Vous pouvez bien sûr modifier ce point avec des instruments pour le faire ou avec les machines plus actuelles, même jusqu'avec un logiciel informatique. Mais en gros, ce que la machine va vous faire, c'est du jersey si vous faites aucune chose. Donc pas possibilité de faire du point mousse par exemple. Voilà, ça c'est la base. Dans les machines qui peuvent se retrouver actuellement, vous avez des machines, le groupe, on va dire, le grand groupe des machines vintage qui ne sont plus fabriquées et qui sont assez facilement revendues sur le Bon Coin ou dans des forums type Facebook, des choses comme ça, ou du bouche à oreille. Et le groupe machines neuves qui peuvent s'acheter neuves, récemment fabriquées, on va dire, qui est en Europe, à ma connaissance, la seule marque qui les fait, c'est Silverhead. Donc Silverhead a 3 grands groupes, on va dire. Encore une fois, je parle avec des pincettes, hein, je vous rappelle que je suis débutante, plus. Et donc Silverhead vend en gros une machine domestique assez basique qui est la LK150. Je vous mets tous les liens sous la description. Qui a l'avantage, qui a le désavantage. Pour moi, elle a 2 désavantages. Elle n'a pas de double fonture. Donc la double fonture, je vous mets une photo, c'est la partie qui permet de tricoter des côtes et qui permet de tricoter en circulaire en grande partie. Donc elle n'a pas de double fonture. Elle est en plastique. Donc ça, c'est pour moi les 2 inconvénients. Parce que plastique, ben voilà, je suis pas une grande fan. Et puis là, en termes de durabilité, voilà. Et elle n'a pas de double fonture. L'avantage de la LK150, les avantages de la LK150, c'est qu'elle a un prix accessible, entre gros guillemets, hein, parce que je crois qu'elle est autour des 400 € actuellement. Donc c'est pas non plus tout le monde qui peut se la permettre. Ceci dit, petite parenthèse, vous la retrouvez aussi assez facilement sur le Bon Coin, parce que comme c'est une machine plutôt accessible, les gens qui l'achètent mais qui finalement s'en servent plus la revendent sur le Bon Coin moins cher. Donc finalement c'est une machine que vous pouvez assez facilement trouver. Et puis en plus, comme les gens gardent la boîte et l'emballage et tout, s'ils la rangent proprement dans l'emballage, etc., et qu'ils vous l'expédient, elle risque moins que les vieilles machines qui sont pas bien emballées. Ne vous faites jamais livrer une machine vintage via courrier, via envoi, parce que si la personne ne l'envoie pas bien et que ça casse, il y a certaines pièces qui sont tellement difficiles à retrouver que finalement vous aurez acheté pour rien. Donc ça, c'était un petit conseil que nous avait donné notre prof justement à la formation. Donc, pour revenir à la LK, avantage, elle tricote, donc elle n'est pas excessivement chère, et vous pouvez l'avoir neuve, et elle tricote des fils épais. Donc c'est une machine qui peut tricoter du fil fingering, sport, DK, worsted. J'ai pas essayé plus gros que worsted. La plus épaisse que j'ai essayé, c'est la Ledlopi, et elle passe nickel. Donc elle a l'avantage de pouvoir tricoter pas mal d'épaisseurs différentes. Et en fin de compte, dans nos stages, on a un peu, selon les personnes, mais on a un peu de tout en termes d'épaisseur. Et parfois, on veut tricoter des choses plus épaisses. Donc la LK, pour ça, elle est très bien. Donc quand j'ai fini ma formation, j'avais regardé sur Bon Coin. Je savais 2 choses. Je savais que j'allais très possiblement m'acheter la LK pour commencer, parce que c'est la machine que j'allais pouvoir avoir le plus rapidement possible, d'autant plus que
ma voisine et amie Laura a la même, donc je pouvais, dans le temps d'attente, éventuellement utiliser la sienne et lui montrer comment utiliser la sienne, enfin, ou lui l'aider à mieux s'en servir, parce elle s'en était acheté une il y a quelques années, 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus, et elle avait fait des tests, mais c'était pas très concluant, parce que, encore une fois, la prise en main d'une machine, c'est pas toujours d'une évidence suprême, et il faut avoir le temps de s'y mettre. Donc, bref, tout ça pour vous dire que je savais que la LK, j'allais me l'acheter, déjà parce qu'elle tricote du fil épais, parce que c'était dans mes cordes économiques, et parce que, voilà, j'allais pouvoir avoir la rapidité d'utilisation tout de suite. Puisque mon autre objectif, c'était d'acheter une machine ou de me procurer une machine standard, c'est-à-dire une machine qui a un écartement entre les aiguilles plus petit et qui a un chat de l'aiguille plus petit. Donc une machine, on va dire, classique ou jauge standard qui permet de tricoter des fils plus fins, le plus épais étant de la sport. Donc, je savais que de toute façon, j'allais finir par avoir ces 2 machines-là parce que avec l'une, je peux tricoter plus fin, avec l'autre, je peux tricoter plus épais, et qu'il me fallait absolument une machine, et quand je dis absolument, c'est voilà, qu'il me fallait une machine à double fonture pour pouvoir faire des côtes, pour pouvoir faire des essais circulaires pour tricoter des chaussettes, etc. Donc, quand j'ai fini la formation, voilà, ça a été un peu une évidence pour moi, et en cherchant et en parlant, j'ai retracé ma toute première machine, donc on va l'appeler la machine vintage, donc qui était chez Mathieu. Bon, coucou Mathieu si tu passes par là. Donc elle était chez Mathieu et Mathieu m'a dit bah écoute, moi ça m'arrange si tu me la prends parce qu'elle prend de la place chez moi et moi je sais pas m'en servir, donc vas-y, tu la prends. Donc j'ai récupéré la machine qui était dans un état. Et alors, ça ne vient ni de Mathieu, ni les autres personnes qui l'ont eu, mais ça vient de la vieillesse de la machine, tout simplement, parce que je pense, et vous me dites si vous connaissez mieux que moi, hein, parce que j'ai pas réussi, j'ai fait une recherche rapide sur Internet, j'ai pas réussi à savoir de quelle année elle était, mais elle doit être entre les années 70 et 80, je dirais. Mais elle était dans un sale état en termes de propreté, parce que dans ces machines-là, elles fonctionnent avec de la graisse. Donc il faut la graisse. Il faut les huiler, c'est comme les machines à coudre. Il faut qu'elles aient de l'huile pour que ça coulisse bien. Donc forcément, cette huile-là, s'il n'est pas nettoyé, s'il y a la poussière, les restes de laine, etc., qui se posent dessus, et ben ça fait ça durcit sur le métal, et du coup, c'est à enlever, c'est le pur enfer. Donc, tout ça, donc je me dis, c'est top, je vais pouvoir faire des tests sur la machine de Laura et je vais pouvoir récupérer la machine qui est chez Mathieu. Génial. Sauf que tout ça, bien sûr, ça prend du temps. Donc, j'arrive de ma formation. Je pense que le week-end même que j'arrive de ma formation, je vais chez Laura faire des tests avec la LK et voir si elle me plaisait et si c'était vraiment quelque chose dans lequel je voulais investir. En plus, j'aide Laura à s'en servir et à lui montrer quelques petites astuces pour qu'elle puisse s'en servir. Et je pars de chez elle convaincue, j'achète ma LK. Donc je suis allée sur staker.be, donc c'est un site que nous avait recommandé notre prof, c'est des revendeurs de machines à tricoter et à machines à coudre en Belgique. Et je vais chez Staker, et pareil, je vous mets le lien sous la description. Je vais chez Staker et je leur achète la LK 150. Donc, entre-temps, je dois patienter d'avoir une machine. Bon, franchement, ils sont très rapides, donc ça n'a pas mis très très longtemps. Donc j'étais contente, j'ai pu faire mes premiers tests en machine avec la LK, j'ai pu mettre en place aussi les connaissances que j'avais acquises, parce que ce que j'avais peur, c'est de mettre trop de temps à avoir une machine et du coup pas pouvoir pratiquer et du coup me détacher un peu de cette super expérience et des connaissances qu'on avait acquises. Et du coup, voilà, plus tu laisses le temps passer, plus tu te détaches et plus finalement tu as envie de t'y remettre. Donc je voulais faire les choses, en plus que j'avais super envie, j'avais été ultra motivée, et franchement, je ne voulais faire que ça. Et pendant, je crois, bon, ça continue, mais au moins pendant 15 jours, je ne parlais que de ça, et je ne rêvais que de ça, et je ne voulais faire que ça de la journée. Donc c'est devenu comme un truc hyper pressant, hyper important. Et donc, une fois la LK à la maison, je réussis à aller chez Mathieu, récupérer la machine.
je fais un état des lieux et je me rends compte que la machine est plus sale que ce que je m'imaginais, non, ce qui était dans mon souvenir, qu'elle avait des parties qui étaient cassées, donc il allait falloir remplacer, et qu'en fin de compte, j'allais pas pouvoir tricoter dessus dans l'immédiat. Donc j'étais bien contente de m'avoir acheté la LK parce que finalement, j'ai mis un mois entre le moment où je l'ai récupéré et le moment où j'ai pu tricoter dessus. Je souris parce que je me souviens du premier montage que j'ai fait sur la machine et que quand j'ai réussi à tricoter, je peux vous dire que c'était un des plus beaux moments de l'histoire parce que quand tu as eu déjà une expérience très négative avec la même machine il y a quelques années et que tu en gardes un souvenir épouvantable parce que le chariot il passait pas, quand ça tricotait, ça détricotait 3 mailles et du coup c'était pas beau, enfin etc. J'avais eu vraiment une expérience infernale. Après, je me rends compte que j'avais pas le prix assez de temps pour déjà la nettoyer, pour faire les choses correctement, pour apprendre, pour me poser, voilà, j'ai voulu faire les choses un peu trop rapidement peut-être. Et du coup, ça ne pouvait qu'être un fail. Donc, j'ai récupéré la machine, j'ai fait un état des lieux et je me suis posée un week-end pour la nettoyer. Donc j'ai un dimanche, je me suis mise, je vous mets les images, alors, pendant que je parle, vous aurez les petites images et les petites vidéos. Je me suis mise un week-end entier, j'ai lu des articles de vlog, j'essaierai de vous en remettre, mais bon, ça c'est facile à trouver, vous mettez nettoyage machine, en anglais ou en français, vous en trouvez plein. Et des tutos YouTube aussi sur les différentes étapes où j'arrivais et que je voyais que j'avais pas trop d'idées, je cherchais une vidéo YouTube. Alors parfois souvent c'est pas la même machine. D'ailleurs dans les Ampisal Knitmaster qui est la mienne, il y a très peu de vidéos dessus, mais en tout cas en approximatif, c'est approximatif parce que dans le sens parce que voilà, les pièces finalement se ressemblent beaucoup et finalement les machines, même si il y a des machines qui font plus une chose ou plus une autre, mais en gros elles font toutes à peu près la même chose. Donc j'ai pris des photos au fur et à mesure que je démontais des choses, j'ai mis tout je notais aussi au fur et à mesure, donc si je dévissais telle vis, je prenais des photos et je notais tel vis va à tel endroit, etc. Donc j'ai bien fait les choses systématiquement, j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé. J'ai passé des heures entières à frotter avec de la laine de fer et du pétrole. Donc je l'ai toute passée au pétrole, j'ai tout nettoyé, j'ai frotté. Donc les parties extérieures sont en métal, elles étaient en plus dans un métal un peu rugueux qui attrape la graisse, la poussière, tout. Donc j'ai tout nettoyé. Mais vraiment, j'ai passé des heures entières, j'avais les mains cramées. Cramées, j'exagère, hyper sèches de tous les produits et tout. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout remonté et je me suis rendu compte qu'une des pièces latérales de ma machine principale était cassée. Enfin, je le savais déjà, mais je pensais que ça pouvait le faire, mais en fait non, parce que avec cette pièce cassée, je ne pouvais pas accrocher ma double fonture, donc c'était mort. Et en plus que le 95% de mes aiguilles de la double fonture étaient rouillées. Donc on ne peut pas tricoter avec des aiguilles rouillées, en plus elles étaient en très sale état. Donc, enlève toutes tes aiguilles, essaye de les dérouiller, ça n'a pas marché. Donc, je me suis, à l'évidence, je ne pouvais pas tricoter avec cette machine pour le moment. Je vais sur mon ami Le Bon Coin, je regarde, et je tombe, le coup de chance de la life, je tombe sur la même machine, mais en simple fonture, elle n'avait pas la double fonture. La même machine, copie conforme, avec les pièces qu'il me fallait en état. Donc là, je me dis, vas-y, je l'achète. En plus, c'était à Pontcharra, donc si vous êtes de la région, vous savez que Pontcharra, c'est à 30 minutes de Grenoble. Donc je prends mon copain et la voiture et je vais à Pontcharra. On va à Pontcharra pour la machine parce que les aiguilles m'intéressaient surtout et puis cette pièce-là qui était cassée, donc sur la mienne. Donc je vais voir la personne et il s'avérait que les aiguilles de sa machine étaient quasiment toutes rouillées. Donc bon, crotte, mais au moins la partie qui m'intéressait, une des coques extérieures, était en état. Donc je lui ai dit, écoutez, je peux pas vous l'acheter au prix que vous l'avez, mais en revanche je veux bien vous libérer et je veux bien vous la prendre pour des pièces détachées. Donc c'est ce qu'on a fait, je l'ai acheté donc moins cher, je crois que j'ai dû payer 40 €.
Et je suis revenue avec la machine pour donc pour récupérer cette pièce-là. Il y avait quand même une ou deux aiguilles en état, donc j'ai fait un peu l'état des lieux des aiguilles, mais pareil, les 90% des aiguilles étaient rouillées. J'ai changé 2-3 bricoles. Il y avait très peu d'accessoires dans la machine, donc c'est pour ça aussi que elle pouvait pas la vendre très cher parce qu'elle avait pas les poids, elle avait pas les instruments pour travailler, manipuler les mailles. Elle avait pas la boîte d'accessoires. Il y avait pas de peigne, il y avait rien. Il y avait le pêcheur, le chariot et la machine. Et en plus, toutes les aiguilles étaient rouillées. Donc voilà, mais moi j'étais super contente parce que j'ai une machine peut, bah, qui peut me servir pour remplacer des pièces de ma machine actuelle s'il y a d'autres pièces qui cassent, donc ça c'est top. Donc, j'ai 3 machines. Donc, je change toutes les pièces qu'il faut sur la mienne, enfin la pièce qui change, etc. Et en parallèle, j'avais acheté des aiguilles neuves chez Staker. Donc, je repasse une commande chez Staker pour les barres mousse que j'ai achetées neuves. Donc, les barres mousse, je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure. Donc, j'achète les barres mousse pour la fonture simple et la double fonture, et j'achète les aiguilles pour la double fonture. Donc, entre ma pièce remplacée, mes aiguilles que j'ai reçues plus tard et ma barre mousse, j'installe le tout, j'huile ma machine, je passe le chariot, ça coulisse, on peut tricoter. Donc entre le moment où j'ai récupéré la machine chez Mathieu et le moment où j'ai reçu les aiguilles, que j'ai installé les aiguilles et que j'ai pu tricoter, il y a eu à peu près un mois, 5 semaines pour que je puisse tricoter avec ma machine vintage. Donc c'est pour ça que j'avais acheté la LK. Et c'est un peu pour vous donner l'idée que, dans l'idéal, si j'avais pas travaillé, j'étais en vacances, j'aurais peut-être été plus rapide. Mais bon, il fallait quand même trouver la machine qu'il fallait. Il fallait quand même acheter et recevoir les pièces. Donc, en un mois, j'avais ma machine, donc c'était top. Mais voilà, heureusement que j'avais la LK pour pouvoir pratiquer parce que sinon, j'aurais un peu perdu. Et puis surtout, je me serais désespérée de ne pas pouvoir mettre en place les choses que j'avais apprises. Donc, le dernier bémol que j'ai eu avec ma machine, c'est que comme elle avait été les personnes entre la personne qui l'avait et Mathieu, donc elle est passée par plusieurs personnes, on l'avait toujours laissé accrocher la double fonture à la simple fonture, mais accrocher incorrectement, ce qui avait fait que la partie qui se coince de la double fonture dans la simple fonture, c'est une partie métallique qui a cette forme-là, et en fait avec le poids d'être mal installé, elle s'était repliée, donc ça faisait un crochet qui n'avait pas 45 degrés. Donc avec un marteau, mon compagnon, pendant que moi je l'huilais, j'ai essayé de la faire lancer, les a redressées ces deux parties-là pour pouvoir les coincer et que les doubles fontures coïncident parfaitement. Donc voilà, donc, vous voyez, et ça quand tu le sais pas, ou quand tu te rends pas compte, tu t'as beau tricoter, faire des essais et tout ça, ça marche pas. Toutes ces étapes-là, c'est de la patience, c'est du temps d'apprentissage, de réparation. C'est franchement des choses que je n'aurais pas faites si j'avais pas fait la formation. Je pense que si j'avais pas fait la formation, j'aurais acheté une machine neuve de moindre qualité, donc j'aurais eu que la LK et puis j'aurais fait que sur la LK jusqu'à connaître mieux le domaine, parce que sinon te plonger dans la restauration, parce que c'est de la restauration que j'ai fait presque d'un article vintage, c'est du temps et c'est des connaissances donc je suis ultra fière de l'avoir fait par contre, d'autant plus qu'elle marche très bien, donc je suis vraiment très fière de moi d'avoir réussi à la faire marcher. Ça c'est une chose. Donc revenons au tout début où je vous parlais des machines actuelles. Donc les machines actuelles, il y a la LK, on en a parlé, et après Silver Reed a des machines qui se ressemblent beaucoup à la MP Sal, parce que c'est un peu la même chose mais un peu plus moderne. Et donc il y a une fonture, la double fonture qui s'achète séparément et les fontures simples. On est autour de 3 000 à 5 000 euros pour ces machines-là, parce que la plus chère, en plus, pour pouvoir faire des patrons, quand je dis patrons, oui, des patrons et des motifs, du jacquard et de la dentelle, tout ça, on utilise un logiciel qu'il faut aussi acheter, avec un cordon électrique qu'il faut brancher sur la machine, qu'il faut aussi acheter. Bref, le tout, je crois que c'était dans les 4 500, 5 000 euros. Donc, vous comprenez, quand on débute,
Sauf si on va s'y dédier professionnellement ou qu'on a le budget et qu'on a envie de se faire plaisir et tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'allais pas dépenser ces sous-là tout de suite pour une machine neuve, sachant que je pouvais mettre en état une machine vintage parce que j'avais la possibilité d'en récupérer une et de la mettre en état. Certes, ça prend plus de temps parce que si j'avais commandé ma machine neuve, je l'aurais eu reçue et au bout d'une semaine, je tricotais. Mais le fait aussi de l'avoir réparé, ça m'a donné aussi... Enfin, plus tu démontes les choses, tu vois comment elles fonctionnent de l'intérieur, je pense aussi que ça te permet de mieux comprendre comment ça fonctionne tout simplement. Donc les Silver Reed, qui à ma connaissance, c'est les seules machines qui se vendent neuves. Et après, vous avez donc toutes les machines qu'on peut acheter d'occasion. Dans les groupes de machines, il y a 3 grands groupes. Il y a les brevets japonais, les brevets français et les brevets suisses. Donc les brevets japonais, c'est tout ce qui est Silverreed, MP-SAL, Toyota, Brother, RK. Les RK, on les voit souvent sur le Bon Coin. Et ce sont des machines qui ont un brevet japonais, donc la plupart fabriquées au Japon, et qui fonctionnent fonctionnent. Une des parties importantes qui font remplacer assez souvent, parce que c'est une partie qui s'abîme, c'est la barre mousse. Donc la barre mousse, c'est littéralement une barre en métal qui a de la mousse à l'intérieur et qui se met dans la fonture pour tenir les aiguilles. Sans cette barre-là, les aiguilles ne tiennent pas et vous ne pouvez pas tricoter. Donc ça, c'est le brevet japonais que j'ai, moi, avec ma Silver Reed et ma Vintage. Mon Epicel Knitmaster 321. La fonture française, le brevet français, pardon, c'est les Singer et je crois aussi les fils d'art, si je ne m'abuse pas. Mais en tout cas, Singer, c'est brevet français et elle fonctionne avec un ressort. Donc le ressort, ça a l'avantage de ne pas s'abîmer aussi facilement, mais il peut aussi se changer apparemment. Donc moi, comme en formation, j'avais travaillé sur une japonaise, un brevet japonais, je m'étais intéressée aux françaises parce qu'il y avait aussi d'autres élèves qui étaient sur des françaises. Donc comme ça, ben voilà, tu peux aussi apprendre un peu comment elles fonctionnent, mais comme j'ai essentiellement travaillé sur une japonaise, je sais pas tellement comment fonctionnent les... Je sais qu'il y a des points qui sont un peu différents lorsqu'on tricote, etc. En tout cas, quand je me serais un peu calmée, je m'achèterais une Singer pour savoir utiliser une fonture, un brevet français. Et le dernier brevet, c'est les PASSAP, donc la marque c'est PASSAP, et c'est le brevet suisse. Et là, je ne sais pas du tout comment ça marche, il n'y en avait pas en cours, donc on ne les a pas abordés. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu, c'est quand même des machines qui ont l'air un peu plus compliquées. Donc ça, c'est les 3 grands groupes. Je pense pas qu'il y ait un avantage ou un inconvénient. Voilà, c'est juste des brevets qui sont différents. Je sais que les Singer, contrairement aux japonaises, enfin aux standards des japonaises, elles tricotent un peu plus épais. Avec les Singer, généralement, vous pouvez tricoter jusqu'à de la DK. Donc ça aussi, ça peut être un avantage ou un point positif pour les Singer. En tout cas, dans les machines, vous avez 3 types de jauges. Les jauges standards, les jauges ou les jauges moyennes. Ouais, voilà. Donc la jauge standard, je vous mets des photos. Donc c'est les plus petites aiguilles. La jauge moyenne, c'est la LK par exemple. Et après, il y en a qui tricotent encore du fil plus épais. Mais ça, c'est rare de les trouver. Comme c'est rare de les trouver, bah, du coup, les gens qui aiment tricoter à la machine, tout ça, bah, c'est un peu leur pièce rare, j'imagine, qu'ils ont et qui veulent pas s'en séparer parce que c'est un peu des choses rares. Donc, on les trouve très rarement en d'occasion, etc. Et je pense que dès qu'il y en a une, bah, les gens, ils doivent sauter dessus et autres. Donc voilà, c'est un peu les 3 groupes pour les machines. Passons au moment où je me dis, ok, pourquoi je veux tricoter à la machine, pourquoi ça peut m'intéresser, quels sont les avantages et les inconvénients et comment je m'y mets. Donc c'est un peu les étapes que j'aimerais débroussailler aussi avec vous sur cette vidéo. Donc
Pourquoi se mettre à la machine? Bon, déjà, c'est une question totalement personnelle. Est-ce que déjà ça m'intéresse en tant que domaine? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que j'ai la place? Est-ce que j'ai le budget? Puis est-ce que ça m'intéresse comme éventuel loisir? Ça, c'est une question totalement personnelle. Chacun répond comme il peut, comme il veut. Mais pourquoi moi personnellement ça m'a intéressé? Et parce que moi, ce que j'aime, c'est le travail de la matière. Je le dis tout le temps, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement. Enfin, j'adore le tricot et ce sera. Enfin, je peux pas parler pour toujours, mais ça reste quand même ma passion première et mon loisir number one. Ceci dit, moi j'adore travailler la matière, donc j'aime la couture, j'aime le filage, j'aime le crochet, et du coup j'aimerais aussi apprendre le tissage, j'aimerais aussi apprendre la teinture de laine, j'aimerais aussi même si les couleurs, la teinture de laine, c'est beaucoup le travail de la couleur aussi, et je pense que la couleur m'intéresse peut-être un peu moins que la matière, mais tout de même, la matière colorée m'intéresse, donc forcément, c'est un lien. Mais du coup, le tricot machine, ça m'appelle doublement, déjà parce que bah, y a l'attrait de te dire je peux tricoter un pull dans un week-end, donc ça, mine de rien, c'est toujours un peu attractif. Il y a le côté je travaille la matière différemment. Il y a le côté, je peux, avec mes connaissances de tricot, les pousser plus loin ou les pousser autrement, plus que plus loin, mais c'est plutôt, je peux les appliquer autrement et continuer à apprendre en tricot d'une autre façon avec un autre outil. Et il y a la partie, pour moi, mécanique. Moi, j'aime beaucoup, je pense que j'ai toujours aimé monter et démonter des trucs ou monter des trucs tout simplement. Je pense que j'aurais pu travailler dans un garage, dans un truc d'informatique, mais qui travaille, enfin, qui répare des ordinateurs. Enfin, tout ça, c'est un monde qui m'attire quand même pas mal. Assez manuel, bricoleuse, c'est des choses qui m'intéressent. Et la machine, du coup, pour moi, ça a un attrait. Alors, curieusement, plus que la machine à coudre, par exemple, ou la surjeteuse, où c'est électrique. Là, c'est le côté mécanique qui, je sais pas, ça m'appelle beaucoup. Et le fait de devoir récupérer une vieille machine, la retaper, la nettoyer et avoir la satisfaction d'avoir réussi à le faire, pour moi, c'est, je sais pas, c'est un côté qui m'attire beaucoup et je me verrais enfin d'ailleurs c'est la quatrième machine que je nettoie ou que j'aide à nettoyer en 2 mois. Parce que du coup, autour de moi, bah, comme je me suis dit, je lançais, bah, les gens, enfin mes amis se sont dit, ah top, bah, moi j'en ai une dans mon garage, ou moi je vais en acheter une et tout ça. Et du coup, forcément, je me suis prêtée au jeu de dire, ah bah si tu veux, je t'aide, machin. Donc, donc pour moi, c'est un côté très. Je sais pas, j'aime bien avoir un tournevis dans les mains et les mains sales et d'éviter et regarder comment ça se passe à l'intérieur et nettoyer. Et après, quand t'as fini, cette satisfaction de nettoyer la poussière vieille et tout. Et j'aime beaucoup aussi les vieux objets. Mes parents nous ont toujours sensibilisés aux brocantes, aux objets anciens, aux objets qui ne s'utilisent plus parce qu'au fur et à mesure, il y a des objets qu'on... Souvent, avec mes parents, c'était un peu le truc de savoir deviner à quoi servait un objet. Bah, ça sert à quoi, etc. Ma mère, par exemple, a une collection d'outils de gantiers. Donc, les personnes qui fabriquaient les gants, comme on est originaire de Millau et que Millau, comme Grenoble, étaient des villes de cuir et de gants. D'ailleurs, c'est marrant parce que à l'endroit où on habite actuellement, à Grenoble, c'était une ancienne usine et un ancien quartier d'usine de gants. Donc voilà, c'est marrant. Et donc ma mère, par exemple, elle a tous les outils que les personnes qui fabriquaient les gants, hommes ou femmes, nécessitaient pour fabriquer les gants. C'est des pièces qu'on n'utilise plus, c'est des pièces anciennes qui ont une valeur plus peut-être sentimentale, ou enfin je sais pas si une valeur en soi, mais peu importe la valeur, c'est que c'est la récupération d'objets qui servaient et qui avaient une importance et qui étaient utilisés au quotidien de certaines personnes qui aujourd'hui ne l'ont plus. Et c'est aussi préserver le savoir, même si c'est pas le savoir-faire, mais le savoir de ces objets et génération après génération, que ce soit pas oublié, ça fait partie de l'histoire
de l'Europe, ou l'histoire d'un pays, ou l'histoire d'un pays dans le sens rural, ou de... Voilà, et bon, bref, moi, j'adore l'histoire aussi, j'adore les brocantes, et j'adore les trucs anciens comme mes parents, et parce que les chats ne font pas des chiens. Et du coup, pour moi, la machine, même si ça reste un article pas antique, mais vintage, c'est un peu ce truc-là aussi de dire, bah, sinon, ces appareils-là, ils finissent à la déchetterie, personne ne sait s'en servir. Et si on continue pas à être au moins un petit groupe à savoir, pouvoir transmettre ce savoir, et ben c'est des choses qui vont se perdre, et c'est des choses qui ne enfin c'est pas, encore une fois, c'est pas en termes de valeur, mais en termes de valeur historique et de connaissances, vont se perdre. Donc il y a ce côté là aussi de sensibilité historique, des sensibilités de te dire quand tu es en train de mettre les mains dans la pâte et de démonter ton truc et tout, et de dire bah cette machine là elle a été utilisée par qui, par nombre d'heures et tout ça, qu'est-ce que la personne qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne-là qui a utilisé cette machine, combien de pièces elle aura tricoté pour ses petits-enfants, pour ses enfants, pour son mari, pour... Enfin, j'en sais rien. Il y a un lien historique qui se construit, et du coup, on peut les préserver, et on peut non seulement les préserver en tant qu'objet de décoration, comme par exemple ma mère avec ses outils de gantier, mais aussi les utiliser pour en faire quelque chose et pour continuer à les faire vivre. Donc, d'ailleurs, c'est comme ça que, par exemple, les machines à tricoter ne vieillissent pas tellement. Enfin, je pense que plus on les utilise, c'est comme les voitures ou les... Enfin, je sais pas. Si tu les utilises pas, bah, finalement, elles s'abîment. Alors que si tu les entretiens et tu les utilises, bah, tu les fais vivre. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait, moi, aussi, dans le côté machine. Et pour une des raisons, alors, la raison principale n'étant que je n'ai pas le budget de m'acheter une machine neuve à même 2000 €, mais aussi le fait que le côté vintage, poussière, gras et satisfaction d'avoir réparé m'attirait beaucoup. Ceci dit, c'est très fatigant et il faut avoir le temps. Et je comprends que ce soit pas pour tout le monde, hein. Là, je parle totalement de moi. Je passe mon temps sur le bon coin à regarder les machines, à dire machin. Et un jour, si j'ai une grande maison, enfin pas une grande maison parce que c'est pas le but non plus, mais si j'ai un espace un peu plus grand, je pourrais avoir différents types, comme ça je peux voir les différences et tout, et machin. Enfin, bref, je pars dans des délires après de grandeur, mais voilà, ça a réveillé en moi une nouvelle frénésie créative qui se traduit en créativité pour la boutique et créativité dans mon tricot-main. Et voilà, donc ça a renouvelé un peu quelque chose qui, c'est pas que ça stagnait, mais voilà, enfin, et c'est pas non plus que j'arrivais au but, que j'arrivais à la fin de ce que je pouvais apprendre dans le tricot-main, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre et tout, donc c'est pas ça la question, mais ça m'a revitalisé une nouvelle énergie créative qui est chouette et que je suis contente de retrouver, tout comme quand j'ai commencé à tricoter, bah, j'avais cette énergie que je voulais tout faire, je passais mon temps à chercher des patrons, des associations de laine et tout ça, et même maintenant ça c'est devenu mon quotidien. Donc c'est chouette de retrouver un peu cette énergie nouvelle. Et donc voilà. Donc, pourquoi la machine à tricoter? Parce que ça m'a un lien très fort avec le tricot, un lien très fort avec l'histoire, un lien très fort avec la mécanique et le nettoyage et la mise en état d'un objet. Et parce que ça me permet de réveiller de nouvelles énergies créatives. Et quand je dis créative, c'est pas parce que je vais créer des modèles ou quoi, mais enfin d'envie, de bouillonnement de nouvelles choses qui me donnent plein d'idées, qui me font vraiment... je sais pas, c'est un changement d'air qui fait du bien, dont en plus tu te déplaces, tu rencontres des gens, tu passes... Enfin, moi, c'est la première fois depuis très longtemps que je fais... je dirais même depuis très très longtemps, que je fais pendant une semaine un truc qui me plaît à fond tous les jours. T'as pas de justifier, t'as pas à faire des sacrifices, t'as pas à dire ah non, après on va faire une balade, mais maintenant je veux tricoter. Enfin, là tu es 7 heures par jour ou 8 heures par jour, je sais plus combien de temps, que à faire un truc qui te plaît. Et ça, j'ai comme redécouvert un truc et ça m'a
ravie quoi, de faire cette formation parce que j'allais plus dans le truc, oui, c'est une formation, je vais apprendre, c'est trop cool et tout, mais j'avais aussi un peu des appréhensions en termes de. Parce que j'ai dû prendre la voiture et moi je suis pas une grande conductrice parce que je ne prends la voiture jamais. Donc du coup, pendant un mois quand même avant d'aller à la formation, je me suis remise à conduire. Donc j'étais un peu stressée par, ben voilà, je pars, voiture et tout. Donc je m'étais pas vraiment posée pour me dire, ça va être un moment hyper plaisant ou ça peut être un truc génial et tout ça, même si bon, je m'attendais que ce soit un truc qui me plaisait. Mais ni autant, ni que c'était cette réalisation de te dire, t'es là juste pour ça et tu fais ça 7 heures par jour et en plus tu kiffes et c'est trop bien. Bref, donc ça c'est le pourquoi du comment et la question qu'on peut se poser quand on se lance ou on a envie de se lancer à la machine. Est-ce qu'on a besoin d'une formation aussi longue ou poussée pour utiliser une machine à tricoter? Non. En revanche, est-ce qu'il faut du temps? Oui, il faut du temps, que ce soit pour aller dans une formation, mais aussi pour le faire chez soi. Parce que les machines, alors il y en a des basiques, hein, on va dire, qui sont moins complexes à utiliser, mais les machines, ça reste un appareil mécanique pour la plupart qu'il faut prendre en main, dont les manuels que vous avez ne sont pas hyper... comment dire? Ils vont pas dans le petit détail, dans le petit truc, comme pour tout, hein, parfois souvent c'est mieux d'avoir la personne qui a l'expérience à côté qui vous dit bah non, là il faut tirer comme ça, le tension il vaut mieux la mettre comme ceci, le montage on le fait comme ça, et voir en direct c'est toujours mieux. En revanche, tout le monde n'a pas la possibilité et ça c'est normal. Mais il y a beaucoup de tutos aussi en ligne, donc il faut prendre le temps de lire le manuel, d'aller sur les tutos en ligne, d'avoir le temps de faire tout ça et la motivation parce que souvent, et ça c'est pareil pour le tricot main, je le dis tout le temps aux débutants par exemple, notre motivation elle est là. Mais entre le moment où on débute et que la motivation est là et le moment où on finit, disons, le temps est comme ça, la motivation elle peut faire comme ça. Parce qu'il y a les erreurs, parce qu'il y a il faut que je défaire, parce qu'il y a je n'ai plus le temps, parce qu'il y a je me démotive, et du coup on finit par jamais finir. Alors que si on fait des choses plus simples au début, ou qu'on a des cours, ou qu'on prend le temps d'apprendre, la motivation, malgré les efforts, elle va toujours y rester plus ou moins pareille, et du coup on va atteindre le but. Avec la machine à tricoter, c'est ça multiplié par 1000 dans mon expérience personnelle. Après, c'est tout à fait possible de le faire tout seul. Je connais plein de personnes qui sont arrivées toutes seules à tricoter à la machine, sans prof, sans que les tutos vidéo qu'on trouve sur YouTube, mal tournés, etc. Mais il y en a de plus en plus. Je me suis rendu compte que depuis la pandémie, il y en a de plus en plus et il y a des gens très bien qui font des vidéos assez intéressantes. La plupart en anglais, donc ça aussi il faut avoir accès à l'anglais. Et aussi le fait qu'en français, il y a très peu d'ouvrages traduits très peu d'ouvrages récents traduits, traduits tout court pour le tricoter machine. Donc tout ça lié à tout ça fait que il faut avoir la patience, le temps et l'envie. Ceci dit, c'est tout à fait possible. Donc, une fois qu'on a décidé qu'on veut se lancer, qu'on a trouvé une machine qui nous convient et qu'on l'a nettoyée ou pas selon l'état dans lequel est votre machine, le pas nécessaire, c'est de se lancer au fur et à mesure, faire les choses dans les étapes comme il faut, c'est-à-dire vous n'allez peut-être pas faire un pull en première pièce. En revanche, vous allez apprendre à prendre la machine en main, à quoi servent tous les boutons, à comment bien mettre de la tension sur le pêcheur, à comment monter les mailles sans que ça saute, à bien régler le chariot, etc. Donc pour ça, il faut toujours faire des échantillons. On se lance rarement, jamais, je dirais même, à faire une première pièce, parce qu'il faut déjà prendre la machine en main, mais il faut aussi savoir quelles issues je vais obtenir pour la pièce que je veux tricoter. Ça, en gros, si vous tricotez, c'est la base. Je fais un échantillon pour tricoter ma pièce et être sûr que ma pièce va être dans la bonne taille. Cependant, en tricot main, on a des repères au fur et à mesure qu'on tricote. Donc, on peut s'en passer de l'échantillon. C'est ce que je fais moi la plupart du temps. Je sais comment je tricote. Je sais à peu près avec quel type de fil j'ai quel type d'échantillon selon les aiguilles que j'utilise. Et du coup, je peux sauter l'étape échantillon. D'autant plus quand
en tricot main, je me suis rendu compte aussi qu'on peut moduler plus facilement. C'est-à-dire, je commence par le haut. Là, enfin, mettons que je tricote un pull top-down circulaire. J'avance. Je vois que c'est trop petit, et ben je peux continuer jusqu'à ce que ça maille, et après séparer les manches pour le corps, etc. Pareil pour les manches, si je vois que mes manches sont en train d'être trop courtes ou trop serrées, je peux détricoter, faire moins de diminution ou rallonger ma manche, etc. Donc je peux moduler au fur et à mesure. En tricot machine, si tu n'as pas bien fait tes calculs, tu ne sauras que après blocage et éventuellement que après la couture si le vêtement te va ou pas. Et si te va pas, il faut découdre, il faut détricoter, il faut remettre sur la machine, il faut retricoter derrière et faire tes calculs. Donc c'est quand même un peu le désavantage, c'est que il faut avoir fait un échantillon correctement, avoir bloqué ton échantillon correctement, avoir bien fait tes calculs et savoir construire un vêtement aussi. Et une fois que tu as fait tout ça, là tu te mets sur ta machine et si tout s'est bien passé, tu as le résultat obtenu. Donc c'est plus rapide à faire en temps physique parce que c'est plus rapide. Mais finalement, c'est assez chronophage pour les étapes, pour les étapes avant de te mettre sur la machine et tricoter. Et aussi, moi j'ai eu des surprises, je vais vous en parler. J'ai eu aussi des surprises et je me suis rendu compte que une fois la pièce tricotée, sauf de la détricoter et la recommencer, t'as pas trop le choix. Donc voilà. Nous en cours, je vais vous montrer un peu le type d'échantillon qu'on a fait en cours lors de la formation. Donc je crois qu'on avait commencé donc on travaillait que avec des machines double fonture, donc on a fait des côtes. Je crois que c'est le tout premier échantillon que j'ai fait. Donc voilà. Après on a appris, donc là il y en a un deuxième, plus serré, plus dense, donc on travaillait aussi sur la densité. Donc ça c'est pas bloqué, c'est bloqué à la pâte mouille au fer. Après on a fait des augmentations et des diminutions. Donc on a appris à faire augmentation et diminution, différents types d'augmentation et de diminution. Voilà. On a fait après des exercices, ça c'est moi, des exercices de rang raccourci, donc en couleur pour voir aussi qu'on peut faire des motifs, et différents types de montage. Donc là par exemple c'est un ourlet double, donc ça c'est assez facile à faire aussi comme finition. Donc voilà, ça c'est des exercices en cours. Et après, le but final c'était de tricoter un petit pull enfant, je vais vous le montrer. On a fait des échantillons pour pouvoir... Donc vous voyez, l'échantillon est assez grand parce qu'il faut que je puisse mettre 10 cm comme ça, 10 cm comme ça pour pouvoir bien mesurer et bien être sûr que la taille est bonne. Là, on a utilisé un fil d'une autre couleur, ce qu'on appelle un fil perdu, donc c'est un fil qui ne va pas être de la laine intéressante. Et on a fait des petits trous pour savoir en quelle densité. Donc c'est comme si parfois on fait ça aussi au tricot main, j'ai déjà vu des personnes faire ça. Pour savoir la taille d'aiguille qu'on a utilisée, on fait le nombre de trous. Donc là par exemple pour ce carré-là, j'avais fait la densité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La densité 7 par exemple. Et à 8 et 9. Voilà, donc ça c'était l'échantillon qu'on avait fait en cours. Et après on a tricoté, donc on a fait tous nos calculs, on avait le schéma de vêtements avec les centimètres qu'il fallait pour telle taille. On a choisi la taille qu'on voulait faire, on a fait nos calculs, combien de rangs pour tant de centimètres, combien de mailles pour tant de centimètres, et on s'est lancé et on a fait notre pull. Donc voici le tout premier vêtement que j'ai fait à la machine. Je vous rassure, c'est pas pareil d'être chez toi tout seul que d'avoir la prof qui vient t'aider, te corriger, te donner des conseils, etc. Donc ça reste la plus belle pièce que j'ai faite en tricot 100% machine. Donc on a fait des rayures pour pratiquer, pour voir comment ça se passait, changement de couleur. On a fait 2 types de finitions différentes, en côte et en ourlet rabattu comme ça. Donc c'est un pull en manche tombante qui est le plus simple à grader, avec des manches assez amples, roulotées ici. Donc voilà, on a construit ça assez bien accompagné et du coup ça s'est très bien passé. Donc ça c'était ma première pièce. La filature Léna Mac travaille aussi en collaboration avec Terrade et Fonty, donc on a travaillé avec leur fil. Ça c'est de la laine de pays de Terrade et les couleurs c'est de la Superwash Bébé Mérinos de chez Fonty. Donc c'est cool parce que du coup l'association elle fait travailler principalement la laine française et donc les entreprises françaises de laine, donc ça c'est top.
Donc, je crois que j'ai fait une taille 4 ans. Donc, il faudrait voir sur un enfant de 4 ans si en termes de dimension ça va. Ça me paraît un peu plus grand quand même. Mais franchement, c'était top. Et alors, moi, j'ai pas d'enfant de 4 ans autour de moi. Et je la garde pour le moment très précieusement parce que c'est la première pièce que j'ai tricotée et que je veux la garder. Mais sans doute, je la donnerai à l'occasion parce que ça sert à rien que je garde quelque chose que je vais pas pouvoir, dont je vais pas pouvoir m'en servir. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait en cours, comme je vous disais. Et après, une fois rentrée chez moi, et ben, j'ai fait plein d'échantillons, plein de tests. Donc pour vous montrer un peu, donc ça ce serait des échantillons que j'ai fait avec ma LK. Donc comme je vous disais, j'ai fait de la lait de Lopi. Donc ça c'est de la lait de Lopi, donc vous voyez des échantillons assez grands. Qu'est-ce que je fais? Je fais mon échantillon, je mesure tout ça et j'ai un petit cahier où je note tous mes échantillons et toutes les dimensions que j'ai. Comme ça, si demain je veux faire un vêtement en lait de Lopi, et ben, je garde aussi bien sûr l'échantillon pour point de repère, mais j'ai mon petit cahier où je sais que en densité 3, j'ai tant de mailles et du coup je peux faire tel vêtement ou où il faut que je calcule telle chose. Après, j'ai fait ça, c'était le premier échantillon que j'ai fait avec ma double fonture, donc avec la vintage. Donc, vous voyez, c'est du fil beaucoup plus fin. Ça, c'était avec la LK aussi, donc de la épaisseur worsted. Donc, ça, c'était le tweed. J'avais fait un slip-over avec, je l'avais montré sur un podcast. C'était ma première pièce tricotée après le cours. Ça, c'est de la Merino 120 de chez Lang, pareil, en différentes épaisseurs, avec la LK aussi. Du mohair et soie, donc pareil en différentes épaisseurs, vous voyez très très lâche, plus serré, voilà, je me suis un peu amusée, pareil avec la LK, tout ça c'est avec la LK. Est-ce que j'ai d'autres choses? Non, voilà. Et après, donc un des premiers projets que j'ai fait avec la LK, à part le slip-over, c'est une étole. Donc ça peut être un super début pour prendre en main la machine et tricoter une première pièce. Donc j'avais du mohair et soie et un fil fingering et en noir comme ça. Et j'ai fait une étole. Donc j'ai pris le patron, c'est un patron de Espace Tricot. Je sais plus comment il s'appelle, je vous le mets en lien de description. C'est un patron d'étole et je l'ai tout bêtement suivi avec l'échantillon qui me plaisait en machine. Donc j'ai calculé combien de rangs il me fallait en jersey pour atteindre le nombre de centimètres nécessaires pour faire les jetés. Et voilà, c'est une étole où on fait un grand rectangle en jersey, des jetés, un grand rectangle en jersey, des jetés, etc. Donc ça fait une écharpe étole comme ça assez grande. C'est un cadeau pour ma mère. Elle le sait, donc je lui ai montré. Donc elle m'avait demandé, maintenant que tu tricotes à la machine, tu pourras me faire une grande étole, parce que ça c'est le genre de truc qu'on déteste tricoter toutes les deux, mais qu'on aime bien, qui est sympa à porter, qui est sympa à avoir. Et du coup quand elle a su que j'allais avoir les machines, ça, ça a été la première personne à me faire une commande. Je veux une étole noire, machin. Donc je lui ai fait, bien sûr. Donc voilà, assez simple à faire. La seule chose que j'ai regardé sur internet, tuto, c'était comment faire des bordures en I-cord, parce que si je faisais tout simplement du jersey, bon, ceci dit, ça aurait pu être joli aussi, que ça roulotte tout naturellement, mais j'avais quand même envie que ce soit fin en termes de finition, et j'ai fait un I-cord. Donc ça c'est assez simple à faire et à voir en vidéo. Vous mettez bordure I-cord tricot machine, de préférence en anglais, parce que je sais pas si en français il y a des gens qui en font. Et ça, c'est un premier projet qui peut être assez sympa pour faire à la machine quand vous vous lancez un peu chez vous, tout simplement. Donc je suis assez contente et je vais en faire une deuxième pour un cadeau. Donc ça, c'est un... Voilà, ça c'est typiquement le type de choses que je ne vais pas jamais faire, que je vais pas faire à la main, mais qu'avec la machine, ça me permet de faire ce genre de choses. Parce qu'à la main, je vais vouloir faire des choses un peu plus engageantes ou moins foncées, qui soient pas très ennuyantes à faire, etc. Ça, à la main, comme je vous disais, ma mère et moi, c'est pas des choses qui nous plaisent. Donc du coup, le fait de pouvoir avoir la machine, sans la machine, je l'aurais jamais fait, par exemple. Donc voilà, un argument pour moi positif, pour lequel aussi, en termes de praticité, pratico-pratique, j'aime avoir une machine à tricoter, c'est pour se faire ce genre de choses.
Pour vous montrer un peu mon évolution et une autre chose que je viens de finir avec la machine, j'ai tricoté un pull où j'ai fait de la combinée. Donc combinée main, combinée machine. J'ai fait mes calculs, je suis partie à partir d'un modèle, j'ai fait mes échantillons, j'ai fait mes calculs et j'ai fait mon pull. Et c'est pour vous montrer déjà le fait qu'on peut faire un pull et on peut faire des parties tricotées main, des parties aussi tricotées machine, mais que malgré les calculs, on peut se tromper et on ne se rend compte qu'à l'essayage. Par exemple, mon pull, que j'adore et que il est à moitié bloqué, hein, donc le haut il n'est pas bloqué, c'est pour ça que ça paraît un peu bizarre. Donc le pull, je l'ai tricoté du bas vers le haut jusqu'ici, jusqu'aux emmanchures, c'est du tricot machine. Pareil pour les manches. Voilà. Et le yoke, donc l'empiècement du raglan, donc de cette partie-là jusqu'à l'encolure, c'est du tricot main. Donc, quelqu'un me demandait sur le dernier épisode où je le montrais si on peut avoir le même échantillon en tricot machine, en tricot main et comment faire. Bah oui, on peut avoir le même échantillon, sauf si vous tricotez un échantillon tellement serré que si vous êtes une tricoteuse ou un tricoteur lâche, vous n'arriverez pas à avoir, sauf si vous tricotez en 1,5. Donc là, moi, j'avais tricoté en 26 mailles, je crois, et j'ai tricoté ici pour le raglan en 2,75. Donc je m'étais dit que ça pourrait matcher à peu près l'échantillon. Alors c'est un tout petit peu plus souple ce que j'ai fait à la main que ce qui est en machine. Mais comme c'est du point mousse, ça se voit pas. Et que aussi, je suis contente d'avoir joué sur les échantillons sur ce pull. Parce que finalement, il était, malgré mes calculs, encore une fois, un peu petit. Et le fait d'avoir joué sur les échantillons, et autant plus que ça, c'est nécessaire pour cette partie-là. Là, c'est tricoté en 3,25. Et le haut, je l'ai tricoté en 3 mm et en 2 mm pour les côtes. C'est intéressant de jouer justement sur les échantillons pour pouvoir caser toute la hauteur du pull, d'autant plus que moi j'ai des épaules un peu pointues, donc si je ne l'avais pas fait, je rentrais pas dans le pull. Donc ça, encore une fois, malgré les calculs, un peu trop petit, mais il me va. En revanche, les manches, vous pouvez constater qu'elles sont bien trop longues. Je sais pas ce que j'ai fait dans mes calculs, j'ai du mal, il y a un truc que j'ai trop... Donc il faut que je le porte comme ça, donc en soi c'est pas un problème, et d'ailleurs le style me plaît plutôt bien. Mais mes manches, je sais pas si vous voyez, mais elles sont aussi très étroites. Donc certes, la laine s'étire, mais moi j'ai pas l'habitude de porter des trucs trop fités, et du coup, de préférence et à refaire, je recalculerai mon patron, soit pour un échantillon plus souple, plus lâche, soit pour, si je refais le même échantillon avec la même laine ou une laine très similaire, je monterai plus de mailles pour avoir des manches moins ouvertes, moins serrées et un échantillon peut-être plus souple aussi. Enfin voilà, faire des calculs. Donc ça, c'est toujours apprendre. Faire, c'est apprendre aussi. Il faut bien qu'il y ait des premiers pas pour pouvoir s'améliorer et pouvoir réajuster derrière. Donc vous voyez, il ne faut pas aussi se décourager quand on a des fails, tout simplement. Voilà. Une autre expérience, et là je vais pas non plus parler 3 heures sur le sujet, même si je serais ravie, mais j'imagine que vous avez d'autres choses à faire aussi que de m'écouter parler machine. Une dernière chose, et comme ça je vous montre aussi une de mes dernières réalisations, et je vous parle de la communauté tricot. Réalisation et apprentissage récent, j'ai fait des échantillons avec ma machine vintage, puisqu'elle a ce qu'on appelle un lecteur de cartes. Donc c'est une partie où on peut introduire des cartes perforées et qui vont lire donc qui vont imposer un certain rythme aux aiguilles, que ce soit pour du jacquard, que ce soit pour de la dentelle, du tissé, enfin voilà, on peut faire différents points, différentes textures avec cette lecteur de cartes. Donc moi bien sûr j'avais envie de m'essayer au jacquard et j'ai fait plein d'échantillons de jacquard parce qu'il s'avère que dans la communauté anglophone il y a de tricot machine, il y a c'est une sorte de forum, compte Patreon, enfin je sais pas trop comment dire ça, ouais c'est
C'est un forum payant parce qu'on a accès à beaucoup d'informations, elles font beaucoup d'activités, des présentations de livres, Enfin, c'est une communauté, ça s'appelle Knitting Machine Community ou Community Knitting Machine, je pense que c'est, je vous le mets, hein, de toute façon, les liens, tout ça. Et il s'avère que la pile pendant le mois de mai, quand je venais de mettre en place ma machine, ou j'étais en train de la mettre en place et tout ça, elles ont lancé un challenge de Fair Isle, donc de jacquard, sur 21 jours. Donc on apprend au fur et à mesure chaque jour une nouvelle chose pour pouvoir mettre en place le jacquard sur nos machines et pouvoir tricoter un tour de cou et des mitaines en jacquard. Et donc, pour ce challenge, ils ouvrent à nouveau des places pour qu'on puisse s'inscrire et faire partie de la communauté, etc. Donc ça a un certain coût, c'est plus les tarifs, mais ça a un certain coût quand même. Pour le moment, moi, comme je me suis inscrite via le challenge, j'avais 2 mois gratuits. Donc pour le moment, je suis dans ma période gratuite. Donc je verrai après si je me réabonne ou pas, sachant qu'on ne peut pas s'abonner tout le temps. Donc du coup après il faut attendre les places ou qu'il y ait quelqu'un dans la communauté qui puisse t'inviter et que tu puisses t'inscrire. Bon bah voilà. Bref, ça, je vous mets tous les liens, donc si vous êtes curieuse et intéressée, vous pouvez aller voir. Je pense que moi, je peux vous inviter, puisque je suis membre de la communauté, donc vous inviter à vous inscrire. Donc si jamais ça vous intéresse, et comme là en ce moment il n'y a pas de place à ouverte, bah vous me dites et voilà. Sinon elles ont aussi, enfin je dis elles parce que c'est Nick qui est la créatrice, mais ils sont plusieurs à tenir la plateforme. Les personnes qui sont donc derrière la création de la communauté, du forum, on a vous avez des workshops qui sont enregistrés et auxquels vous pouvez accéder. Et je crois qu'avec l'achat d'un workshop, vous avez accès pendant 1 mois à la plateforme. Et après, si vous voulez continuer, j'imagine que vous continuez à payer pour rester sur la plateforme. Et sinon, bah, vous avez, avec l'achat du workshop, 1 mois d'accès à la communauté. Je pense, hein, je pense que c'est ça. Si je me trompe, bah, je corrigerai. Et aussi, si on fait partie de la plateforme, on a des prix plus intéressants pour les workshops. Donc moi, j'en ai pas fait encore des workshops, donc j'ai pas de retour dessus. En revanche, j'ai déjà vu, parce qu'elles invitent des intervenants, que ce soit sur le monde du tricot, plus particulièrement du monde du tricot machine, bien sûr. Et donc en ce moment, il y a beaucoup de livres qui sortent dans la communauté tricot. Donc, et là, je parle exclusivement anglophone. Hein. Donc, ils invitent ces intervenants-là et tout ça. Et du coup, ils enregistrent la conversation, enfin l'événement, et comme ça, si on n'a pas pu assister en direct, on peut le revoir après aussi. Donc j'en ai déjà assisté, enfin pas assisté, mais regardé plusieurs, c'est hyper intéressant. Et j'ai participé au challenge de Ferraille. Donc j'ai fait plein d'échantillons différents. Donc là par exemple, ma machine ne lisait pas très bien la carte, donc j'avais refait sur un autre échantillon. Donc là par exemple, c'est de la Javol et de la Mondim pour faire un échantillon. J'ai refait un autre échantillon pour voir. Je crois que ça, c'était mon premier. Ça, c'était le premier. Après, j'en aurais fait un peu plus grand, mais mon jacquard n'était pas bien lu. Ici, vous voyez, il y a un défaut. Je sais pas pourquoi. J'ai refait là-dessus, ça a marché nickel. Et après, je suis en vacances. Et quand je suis venue, je me suis dit, bah, je vais faire les mitaines. Donc, j'ai fait les mitaines. J'ai pas eu de soucis pour les mitaines en particulier. Même j'ai quand même dû rééchantillonner pour être sûr que ça marchait, mais ça avait marché et tout, donc bon, nickel. Je me suis dit, bah vas-y, j'ai fait les mitaines. Donc là, les mitaines, moi par exemple, ce que j'ai changé par rapport, mais ce qu'elle disait qu'on pouvait changer, c'est que j'ai fait, elle faisait du jersey rouloté. Moi, comme j'ai ma double fonture, j'ai fait des côtes. Je trouvais que ça resserrait mieux, mais j'ai laissé le rouloté en haut. Bon. Donc j'ai appris à comment faire le jacquard avec mon manuel et les tutos, enfin les explications du challenge et tout. Et je me suis dit, je vais faire le tour de cou. Donc je monte le tour de cou. La première fois, ça marche pas, je laisse tout tomber, etc. Sur les aiguilles, voilà. Et je me lance, voilà. Et quand j'avance un peu, donc je commence par ici, sauf que nous, quand on tricote en machine, vous verrez dans mes vidéos, enfin sur les vidéos, il y a ce côté-là. Donc nous, on voit que le jersey. Donc si ton motif, tu le connais pas par cœur et que voilà, tu l'as pas sous les yeux, tu te rends pas compte s'il y a des erreurs avec le lecteur de carte. Donc c'est que quand, donc là,
ça c'était le début, ça avance, comme ça donc. Et quand je l'ai retourné, je me suis rendu compte que mon motif de jacquard n'était pas lu correctement par ma carte et que c'est très moche. Ça fait pas le motif qu'il faut, quoi. Ça fait pas beau. Donc je m'étais pas rendu compte, donc j'avais quand même avancé pas mal. C'est que quand je suis arrivée là, que j'ai pu voir le début et voir que c'était pas bon. Donc je me suis dit, bon, là, ça suffit, j'en peux plus, j'en pouvais même plus des couleurs et tout, je les ai trop vues. Donc j'ai tout enlevé de la machine et je me suis décidé que le tour de cou, je le ferais pas. En plus, j'avais pas assez de lune. Donc du coup, ça tombait très bien. Je ferai des chaussettes avec ou je sais pas quoi, c'est jamais perdu, de toute façon c'est toujours de l'apprentissage. Mais voilà, même quand on sait faire les choses, la machine ne veut pas. Là, comment dire, ma suspicion, enfin ce que je pense qui se passe, c'est que ma carte c'est peut-être usé avec le fait, à force de tricoter, et du coup mes aiguilles ne lisent plus très bien la carte perforée, et du coup ça fait pas le motif. Mais bon, là, ça m'a tellement pris un peu le chou que je me suis dit, Fair ce sera pour un autre moment. J'en ai trop fait cette dernière semaine, donc je vais partir sur autre chose. Et je reviendrai plus tranquillement pour voir si c'est mon lecteur de cartes, si c'est mes cartes, voir quel est le souci, parce que là, non, je n'en veux plus en faire pour le moment. J'en ai trop fait là ce dernier mois, donc je veux passer à autre chose. J'ai quand même fait les mitaines, je suis ravie et c'est une super expérience. Donc, je vous parlais de la communauté tricot parce que aussi cette personne-là, donc Nick Corrigan, a sorti le livre donc Fair Isle que j'ai récemment reçu. Donc, pour vous montrer le lecteur de cartes, c'est ça. Voilà les cartes perforées et le lecteur de cartes. Donc, elle avait sorti ce livre-là. Donc, ça, c'est une maison d'édition. Je vous montre les deux que j'ai. J'en ai un troisième parce que j'ai celui de... Enfin, j'ai plus son nom, mais j'en ai un sur les torsades, mais les torsades, c'est pas encore quelque chose que j'ai fait. Donc, c'est une maison d'édition qui s'appelle, je ne sais pas comment, Crowwood. Ouais, c'est ça, crowwood.com. Ils sont en train de sortir des livres en tricot machine. Donc malheureusement, je n'ai pu les acheter que via Amazon. Donc je ne suis pas fan du tout d'acheter sur Amazon pour toutes les raisons. Voilà. La première étant que je suis une commerçante indépendante. Donc je n'aime pas acheter sur ces plateformes. En revanche, je ne l'ai trouvé que là-dessus parce que sur le site sur Books, je sais pas quoi là, on peut les acheter que si on est au Royaume-Uni. Donc, n'étant pas le cas, je les ai achetés sur Amazon. Je verrai s'il y a une meilleure option pour les acheter, mais vous pouvez aussi faire la recherche de vous-même. Et donc, j'avais acheté celui-là en précommande parce qu'il est sorti au mois d'avril, pile quand je me lançais et tout ça, donc c'est trop bien. Donc maintenant je sais faire plein mal de choses de ce qu'il y a dans ce bouquin, mais il y a quand même des patrons et il y a quand même des techniques dont je pense me servir, d'autant plus qu'il y a des interviews avec des gens qui ont des business dans le tricot machine, donc c'est, voilà par exemple, donc c'est assez intéressant. Et elle en plus elle est passée là récemment à la communauté tricot, au Knitting Machine Community, et j'ai pu regarder son intervention, donc c'est chouette j'ai à faire et tout, donc c'est assez chouette, et je l'ai juste rapidement regardé, mais je sens que je vais l'utiliser. Et après il y a celui-là que j'ai reçu donc tout récemment, c'est celui de la créatrice du forum. Et du coup j'ai pas encore je l'ai juste feuilleté comme ça parce que je l'ai reçu cette semaine. Ils ont mis assez longtemps je crois que je les ai commandés il y a au moins 2-3 semaines. Et donc voilà, je suis assez curieuse d'aller voir. Mais comme j'en avais un peu marre du ferraille, je pense que je le reprendrai dans quelques semaines. Mais voilà, très 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 sympa aussi. C'est des livres qui sont déjà en tant qu'ouvrage, ils sont assez qualitatifs. Et en plus avec des gens qui sont vraiment actuellement vraiment dans le monde du tricot machine et qui sont des gens hyper expérimentés et qui ont envie de renouveler un peu le monde du tricot machine et de le faire perdurer. Donc c'est ultra intéressant. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis tombée dans la marmite. Donc j'espère que ça va durer, que ça va pas juste être quelque chose qui va passer comme ça. Mais je le sens bien ancré en moi pour le moment, donc je m'amuse, c'est le principal. En plus, j'ai eu le plaisir de pouvoir faire un premier cours de tricot machine à une de mes clientes qui avait une LK dont elle savait pas vraiment très bien s'en servir.
Et j'ai pu la lancer dessus, donc c'est super chouette de voir que au moins maintenant j'ai des connaissances nécessaires et suffisantes pour pouvoir lancer des personnes dessus, donc c'est chouette. Et je pense que ça va pas s'arrêter là. Mon souhait, c'est de pouvoir transmettre ça auprès de vous, personnes intéressées. Donc voilà, j'espère que ce blabla un peu long, un peu dans tous les sens vous a quand même plu. Je vous laisse avec quelques vidéos, quelques images. J'essayerai donc de faire une vidéo où je prends un projet de zéro à fin et on voit ensemble combien de temps ça me prend. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions, je serai plus que ravie de vous répondre et de vous lire. Et le dernier petit point, c'est qu'en principe, pareil, je n'aime pas dire jamais, mais en principe, pour le futur proche, je ne compte pas faire de tutoriel. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le matériel, pas le support, pas les connaissances à 100%, et pas le temps. Et pas vraiment l'envie, pas parce que j'ai pas envie de partager, parce que j'ai envie de partager, mais j'aime pas faire de l'édition de vidéos. J'en fais pour mes vidéos le minimum requis, mais franchement, c'est quelque chose qui ne me plaît absolument pas. Donc, les tutos pour apprendre, ça demande, pour que ce soit bien fait, parce que bien sûr, tu peux filmer un truc à l'arrache et le publier, mais pour que ce soit bien fait, pour que vous puissiez bien voir ce qu'il y a et tout ça, il faut du temps. Et il faut du temps d'édition. Et c'est les deux choses que je n'ai pas forcément parce que je travaille 45 heures par semaine dans mon activité principale, qui est donc mon commerce, donc la boutique. Et du coup, je vois pas comment dans ma vie perso, je vais me consacrer à faire des vidéos, à les éditer, à les monter sur YouTube, alors que je préfère apprendre à tricoter à la machine, vous faire des podcasts, ou tricoter main, ou faire de la couture, ou aller me balader en montagne. Donc du coup, voilà, pour le moment, c'est pas quelque chose que j'envisage de faire, pour toutes les raisons citées, que je viens de citer. Donc voilà, j'espère que vous ne voudrez pas. Ceci dit, je suis plus que contente de pouvoir répondre à vos questions, de pouvoir vous renvoyer vers des tutos ou vers des articles de blog pour que vous puissiez vous en sortir. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Et voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu quand même et que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Et voilà, Gâteau et moi, on vous dit à très bientôt. Salut, à une prochaine.